Le 12 octobre 2021, l'ouragan Ethan a traversé l'État du Maine. La forêt de la réserve Rivière Silencieuse a été la plus touchée. Des dizaines de pins ont été renversés ou fendus. Quelques semaines plus tard, des ouvriers ont été envoyés dans la réserve pour déblayer les décombres et dégager les routes. Début novembre, l'une des équipes est arrivée à une vieille pinède. Un pin particulièrement grand était tombé là, son tronc s'étant fendu presque jusqu'au milieu lors de la chute. L'un des bûcherons a démarré sa scie, mais la chaîne s'est bloquée de manière inattendue. Il a arrêté le travail et a regardé dans la fente. À l'intérieur, parmi les copeaux, on pouvait voir des lambeaux de tissu et des fragments qui ne pouvaient en aucun cas faire partie de l'arbre. Les ouvriers ont immédiatement posé leurs outils et appelé le 911. Peu de temps après, une patrouille et des agents de la police d'État sont arrivés sur place. Le tronc a été ouvert plus soigneusement et il n'y avait plus de doute. Dans ce pin se trouvait depuis de longues années un être humain. Cette découverte a immédiatement transformé le déblaiement après l'ouragan en quelque chose de complètement différent. Ce n'était plus simplement une forêt abattue, mais un lieu où commençait une enquête. Et très bientôt, la police comprendrait. Ce n'était pas un cas isolé. La réserve Rivière Silencieuse avait toujours ressemblé à un endroit où l'on venait chercher la tranquillité. C'est presque 200 km² de forêt, éloignés des villes et des routes. Il n'y a pas d'autoroutes bruyantes, d'entreprises industrielles ou de foules de touristes. En semaine, les sentiers sont déserts. Et le week-end, on y rencontre principalement des amateurs de randonnée et des voyageurs solitaires qui apprécient le silence. Pour les habitants locaux, la réserve avait toujours été une fierté. Des itinéraires bien entretenus, la pêche dans les lacs, les panoramas de la vieille pinède. Tout cela créait l'impression que le territoire était totalement sûr et adapté aux loisirs. Cette réputation avait duré des décennies. Les employés du service de protection de la nature notaient « Les incidents graves n'arrivaient presque jamais ici ». Oui, parfois des touristes se perdaient, mais les équipes de recherche les retrouvaient rapidement en moins de 24 heures. Pour la plupart des habitants de la ville voisine d'Oak Haven, Rivière Silencieuse, était un arrière-plan familier où l'on pouvait venir camper ou passer une journée au bord de l'eau. Mais c'était précisément cette image idyllique qui empêchait les gens de voir les détails inquiétants qui s'accumulaient progressivement dans les rapports de police. Si l'on examine les archives du comté, il devient évident. En 15 ans, 11 disparitions ont été officiellement enregistrées sur le territoire de la réserve. Ce ne sont pas des chiffres abstraits, mais des personnes réelles qui ont été vues pour la dernière fois précisément ici. Leurs histoires étaient différentes, mais se terminaient de la même manière. Aucun d'entre eux n'est jamais rentré chez lui. En 2008, une étudiante qui pratiquait la photographie de nature a disparu. En 2012, un touriste européen venu dans l'État avec un sac à dos et un appareil photo. En 2018, un homme voyageant en autostop a disparu. Et entre ces cas, il y avait eu d'autres personnes, des vagabonds, des errants, des voyageurs solitaires. Chaque fois, la police enregistrait l'affaire et cherchait une explication. Si l'on parvenait à trouver un sac à dos ou des effets personnels, cela était interprété comme un accident. Parfois, on supposait que la personne avait pu partir d'elle-même, et dans les rapports apparaissait la formulation « départ volontaire ». Mais dans aucun cas, il n'y avait de preuve d'action violente. Les dossiers étaient clos, ne laissant que de l'incertitude. Pour les proches, c'était le pire. L'absence de réponse qui aurait permis de comprendre ce qui s'était exactement passé. Le plus important, personne n'a essayé de relier ces histoires. Chaque épisode était considéré comme isolé. Les policiers, qui changeaient au fil des années, ne voyaient que des dossiers séparés. Ils n'avaient aucune raison de lier les disparitions en une seule chaîne. C'est pourquoi, pour les habitants du comté, les statistiques ne paraissaient pas effrayantes, mais comme une série d'incidents fortuits. La réserve était toujours considérée comme sûre, et sa réputation n'en souffrait pas. Mais tout a changé en novembre 2021,
lorsque les bûcherons sont tombés sur la découverte dans le tronc du vieux pin. À partir de ce moment, chaque histoire précédente a cessé d'être isolée. Les disparitions qui pendant des années avaient été considérées comme des accidents ont commencé à être examinées comme une possible partie d'un tableau d'ensemble. C'est alors qu'a commencé l'enquête qui a complètement changé la perception de « rivière silencieuse ». Après que la découverte dans le pin fendu ait été officiellement enregistrée, le travail est passé aux experts. La première chose qu'ils devaient faire était d'extraire soigneusement tout ce qui s'était conservé à l'intérieur et d'enregistrer chaque détail. Une équipe de criminalistique travaillait sur place. Tout se passait lentement et méthodiquement. Pour la police, il était important non seulement de constater le fait qu'à l'intérieur de l'arbre se trouvait un être humain. Il fallait donner un nom à celui qui était resté sans nom pendant de longues années. D'abord, l'attention s'est portée sur les objets. De l'intérieur ont été extraits les restes d'une veste épaisse, fortement endommagée par le temps et l'humidité. À côté se trouvait une ceinture en cuir dont la boucle métallique était pratiquement rouillée. Un peu plus profondément dans la cavité, les employés ont découvert un vieil appareil photo. Il semblait abîmé, mais à l'intérieur des éléments permettant l'identification étaient conservés. Pour l'enquête, c'était une chance. La technique donne toujours plus d'indices que les vêtements. Sur le boîtier de l'appareil photo, les criminologues ont trouvé un numéro de série. Malgré les dommages, il était lisible. Grâce à la base de données des fabricants, il a été possible d'établir le modèle exact et l'année de production. Ce n'était pas un produit de masse, mais un appareil qui était distribué de manière limitée et vendu par quelques réseaux. Ce fait a immédiatement réduit la recherche. Le nombre d'acheteurs n'était pas si grand et il était possible de vérifier des noms concrets. Ensuite, les experts ont transmis les données aux archives du comté. Parallèlement, la police a rouvert les dossiers d'anciennes affaires liées aux disparitions sur le territoire de la réserve. Et là, la coïncidence est devenue évidente. Dans la liste des disparus figurait une étudiante de la ville d'Oakhaven, Sarah Jenkins. Au printemps 2008, elle était partie dans la réserve pour faire une séance photo dans la vieille pinède. Elle avait été vue le matin de ce jour, puis elle n'avait plus donné signe de vie. À l'époque, de grandes recherches avaient été lancées. Des volontaires et la police avaient ratissé les sentiers. Des maîtres chiens avaient été mobilisés. Pendant plusieurs semaines, des avis de recherche avec ces photos avaient été publiés dans le comté. Un sac à dos et quelques affaires avaient été trouvés, mais aucune piste directe menant à elle n'avait été découverte. Le dossier avait été clos au bout de 6 mois, indiquant qu'il s'agissait très probablement d'un accident. Pour les proches, cela avait été la fin des espoirs. Mais maintenant, l'enquête avait entre les mains une vraie preuve. L'appareil photo du tronc correspondait par son numéro de série à celui qui appartenait à Sarah. Les experts ont officiellement confirmé l'appartenance de la découverte. Ainsi, une disparition qui pendant plus de 10 ans avait été considérée comme non résolue et expliquée par des facteurs naturels devenait maintenant partie d'une affaire criminelle. Pour la police, c'était fondamental. Maintenant, dans les documents, il ne restait aucun doute. Il ne s'agissait pas d'une tragédie accidentelle. Derrière la découverte à l'intérieur de l'arbre se trouvait une personne concrète, Sarah Jenkins, une étudiante qui avait un peu plus de 20 ans. Cette découverte a pour la première fois lié les disparitions précédentes à une véritable enquête. À partir de ce moment, le travail de la police est passé à une autre phase. Maintenant, la tâche consistait à vérifier, était-ce la seule histoire ou la forêt cachait-elle d'autres endroits similaires? Les enquêteurs s'attendaient à une enquête à grande échelle et difficile qui devait montrer pas à pas la véritable ampleur de ce qui s'était passé dans la réserve. Lorsque le nom de la première victime a été établi, l'enquête a eu une nouvelle question, beaucoup plus importante. Comment un être humain avait-il pu se retrouver à l'intérieur d'un arbre vivant? Pour les policiers, ce n'était pas seulement étrange, mais techniquement incompréhensible. Au premier regard, le pin semblait intact. Il avait poussé pendant des dizaines d'années et n'avait pas de dommages extérieurs. Et pourtant,
c'était précisément à l'intérieur que se trouvaient les restes. Pour comprendre, les criminologues ont effectué un examen détaillé. Chaque centimètre du tronc était photographié et consigné dans les procès-verbaux. La première chose qui a frappé les experts, une coupe verticale régulière qui s'enfonçait dans le bois. On ne pouvait pas la confondre avec une fente naturelle. Les lignes étaient trop droites. Sur la coupe restaient des traces d'outils. Et cela a immédiatement montré que l'arbre avait été ouvert par un être humain. Ensuite, le travail de laboratoire n'a fait que renforcer les soupçons. Dans les fibres du bois ont été trouvées des particules métalliques microscopiques. L'analyse a montré qu'elles correspondaient à la composition des chaînes de scie professionnelles, utilisées non pas par des touristes ordinaires, mais par ceux qui travaillaient avec le bois en permanence. Une autre découverte s'est révélée tout aussi révélatrice. Sur la surface intérieure de la cavité ont été enregistrées des traces de résine durcie. Elles n'étaient pas naturelles. C'était un mélange auquel avaient été ajoutées des impuretés caractéristiques des compositions de construction. Ce type de matériau est utilisé pour masquer les dommages et rendre la surface semblable à de l'écorce. Lorsque ces données ont été rassemblées, il n'y avait plus de doute. La cavité à l'intérieur de l'arbre avait été ouverte intentionnellement, puis soigneusement masquée. Quelqu'un avait fait une coupe précise, caché un être humain dans le vide et remis l'écorce en place, en la fixant avec de la résine. De l'extérieur, cela ressemblait à un pain ordinaire, et avec le temps, la jointure s'était refermée, devenant pratiquement invisible. Pour la police, ce fut un moment décisif. La réserve a cessé d'être simplement un lieu où des gens s'étaient perdus autrefois. Maintenant, il s'agissait du travail méthodique de quelqu'un. Les experts ont enregistré une conclusion sans équivoque. La cavité a été ouverte et scellée artificiellement. Et c'est précisément cette phrase qui a pour la première fois fait passer l'affaire de la catégorie des disparitions à une enquête criminelle à part entière. L'étape suivante pour les enquêteurs était évidente. Comprendre qui avait les compétences et l'accès pour réaliser une telle chose dans une forêt où des gens disparaissaient depuis des décennies, après que les experts eurent enregistré le fait d'une intervention artificielle dans l'arbre. L'enquête devait déterminer le cercle de personnes qui pouvaient posséder de telles compétences et un accès aux outils. La version la plus évidente a immédiatement mené la police aux braconniers. Leur activité dans le comté durait depuis des décennies, et chaque habitant local avait sa propre histoire de rencontre avec eux. Dans les archives étaient beau conservées de nombreuses plaintes, chasse illégale, pièges installés, conflits avec les touristes. 3 frères, vivant en permanence à la périphérie du comté, étaient considérés comme presque le groupe de braconniers le plus connu de la région. Ils apparaissaient régulièrement dans la réserve, connaissaient les secteurs éloignés et essayaient de se tenir loin des itinéraires officiels. C'est pourquoi les touristes qui s'égaraient tombaient souvent sur eux. Dans plusieurs rapports de police figurent des notes indiquant que les frères chassaient rudement les gens du territoire et parfois menaçaient même. Dans l'affaire Sarah Jenkins, leur nom figurait déjà. En 2008, immédiatement après sa disparition, les braconniers avaient été convoqués pour interrogatoire. Les enquêteurs supposaient que la jeune fille avait pu les croiser pendant sa promenade avec son appareil photo. Mais à l'époque, les frères avaient eu un alibi en béton. Les voisins avaient confirmé qu'ils se trouvaient ce jour-là au village. La vérification n'avait rien donné et la version des braconniers était restée de côté. Maintenant, la situation paraissait différente. La découverte à l'intérieur de l'arbre avait changé le contexte et tous les anciens soupçons avaient acquis un nouveau poids. Les frères possédaient des tronçonneuses, non pas domestiques, mais professionnelles, conçues pour un travail prolongé en forêt. Ils savaient manipuler les arbres, savaient comment effacer les traces de leur activité. Et surtout, ils avaient un mobile. Si un touriste fortuit les voyait au travail, cela risquait des amendes et des poursuites pénales. Théoriquement, les braconniers auraient pu se débarrasser d'un témoin de la manière la plus radicale, en masquant sa disparition. La police a ressorti les procès-verbaux de tous les conflits liés à eux. Dans un cas, un touriste s'était plaint que les frères l'avaient menacé alors qu'ils tentaient de photographier leur campement. Dans un autre,
un groupe de touristes avait signalé avoir entendu des coups de feu près du sentier officiel et être ensuite tombé sur les braconniers. Chacun de ces épisodes avait été considéré auparavant comme une infraction locale. Mais sous un nouveau jour, ils semblaient tous faire partie d'un tableau plus dangereux. L'enquête a construit une ligne simple et logique. Les braconniers avaient accès à la réserve, possédaient les outils et compétences nécessaires, étaient entrés en conflit avec des touristes à plusieurs reprises et étaient déjà tombés dans le champ de vision de la police. Tout pointait vers eux. Les trois frères sont devenus les principaux suspects et l'enquête à ce stade s'est concentrée précisément sur eux. Mais la confiance des enquêteurs n'a pas duré longtemps. La vérification qui a commencé peu après a révélé des détails qui brisaient complètement la version initiale et forçaient à chercher une autre personne liée à ces disparitions. La version des braconniers semblait si évidente que les policiers et les habitants locaux l'avaient à presque acceptée comme vraie. La logique paraissait impeccable. Les frères avaient depuis longtemps une mauvaise réputation, connaissaient la forêt comme leur poche, avaient menacé des touristes à plusieurs reprises et possédaient tout le nécessaire pour dissimuler les traces de leur activité. Mais c'est précisément à cette étape que l'enquête a brusquement changé de cap. L'expertise a commencé à détruire le tableau cohérent, et pas à pas, la police s'est convaincue que leur théorie ne résistait pas à la vérification des faits. La perquisition au domicile des braconniers a été menée minutieusement. Les enquêteurs ont saisi tout ce qui pouvait d'une manière ou d'une autre correspondre aux preuves. Des haches de différentes tailles, des couteaux de chasse, des tronçonneuses, des kits d'aiguisage. Même les vieux outils cassés ont été envoyés à l'expertise pour exclure la moindre chance de coïncidence. Dans la grange ont été trouvés des pièges de chasse, des collets et plusieurs bobines de câbles métalliques. Pour n'importe quelle affaire ordinaire, cela aurait suffi pour construire une version sérieuse. Mais ici, les criminologues regardaient autre chose. Chaque objet est passé par le laboratoire. Les experts comparèrent les traces sur les outils avec les échantillons de bois du pain fendu. Ils vérifiaient le type de métal dont étaient faites les chaînes, cherchaient d'éventuels fragments qui auraient pu se détacher pendant le travail. Les premières heures donnaient l'impression qu'une correspondance allait être trouvée d'un moment à l'autre. Mais le résultat s'est révélé exactement opposé. Aucun des outils ne correspondait aux preuves. Les scies utilisées par les frères étaient domestiques, des modèles bon marché, conçus pour de petits travaux. Elles ne pouvaient pas assurer une coupe régulière et profonde que les experts avaient enregistrée à l'intérieur de l'arbre. De plus, sur toute leur chaîne était absent cet alliage caractéristique dont les particules avaient été trouvées par les criminologues dans le bois. La conclusion du laboratoire était sans équivoque. Le métal découvert à l'intérieur du pin appartenait à la catégorie des alliages professionnels. C'est ainsi que sont équipées les chaînes commandées pour des besoins industriels ou forestiers. Ces chaînes se distinguent par une résistance à l'usure accrue et coûtent considérablement plus cher. Dans le comté, elles n'avaient jamais été vendues librement. Elles n'étaient livrées qu'aux organisations officielles travaillant en forêt. Ce détail a anéanti toute la version. Les braconniers pouvaient être agressifs et dangereux pour les touristes, mais ils ne possédaient pas le niveau de technique nécessaire pour l'ouverture soigneuse d'un pain séculaire et le masquage ultérieur de la jointure. Oui, ils avaient maintenant des tronçonneuses, mais le niveau de leur équipement et de leurs compétences ne correspondait pas à l'ampleur de l'intervention trouvée. Pour l'enquête, c'était un tournant sérieux. Pendant longtemps, on avait considéré que dans les disparitions étaient impliquées des personnes fortuites avec un penchant criminel. Mais l'expertise avait montré qu'il s'agissait de quelqu'un qui avait accès à une technique spéciale, qui savait travailler avec le bois professionnellement et savait comment dissimuler les traces de sorte que cela ne se remarque pas pendant des décennies. Désormais, l'attention de la police s'est portée sur un cercle de personnes complètement différents. Tombèrent sous le soupçon les employés qui servaient officiellement la réserve, les sous-traitants liés à la foresterie et les personnes possédant des compétences spéciales. À partir de ce moment, l'affaire a cessé d'être une histoire de braconnier et est devenue une histoire de quelqu'un de beaucoup plus proche de la forêt elle-même, de ceux
qui devait la protéger. C'est précisément ce tournant qui a définitivement déterminé le nouveau vecteur de l'enquête. Lorsque le cercle de recherche s'est réduit aux personnes ayant accès à un équipement professionnel, l'attention de l'enquête s'est inévitablement tournée vers les employés de la réserve elle-même. Parmi eux se détachait le garde forestier, Alasdair Gray. Il travaillait ici depuis des décennies, vivait à proximité et connaissait chaque secteur de la forêt. Il semblerait que c'était précisément lui qui devait aider la police plus que les autres, suggérer des itinéraires, conseiller où chercher des anomalies, partager des observations. Et dans une certaine mesure, il le faisait. Mais le comportement de Gray a alerté les enquêteurs dès les premières rencontres. Dans les procès-verbaux sont conservées ces paroles, qui ont paru inhabituelles même pour un homme ayant passé toute sa vie en forêt. Lorsqu'on l'interrogeait sur le lieu de la découverte, il ne parlait pas de la victime, ne s'intéressait pas à son nom, ne demandait pas ce qui avait été exactement trouvé. Il discourait en détail sur les arbres, sur l'âge du pin, sur comment l'ouragan avait pu endommager le tronc, sur le fait que de tels bois devaient être préservés. Dans chacune de ses répliques, l'attention était concentrée exclusivement sur la forêt et non sur le fait qui avait déclenché l'enquête. L'un des détectives a noté dans son rapport « Pendant tout l'interrogatoire, Gray n'a jamais demandé qui avait été trouvé. Ni nom, ni histoire, rien. Il ne parlait que des arbres et de leur état. Pour l'enquête, c'était devenu un détail étrange. Habituellement, les témoins manifestent de la curiosité, s'intéressent à qui était à l'intérieur, posent des questions sur l'enquête. Ici, on observait un détachement complet. De plus, les agents ont remarqué sa réaction lors de la discussion des preuves. Lorsqu'il était question de résine ou de la méthode de coupe, Gray manifestait une connaissance excessive. Il indiquait quelle composition précise pouvait être utilisée pour masquer le bois et décrivait en détail comment l'arbre se refermait avec le temps après une intervention. Ses commentaires sonnaient comme s'il ne comprenait pas seulement le processus théoriquement, mais l'avait observé en pratique. Pour la police, cela est devenu une raison de s'inquiéter. Au premier regard, Gray ressemblait à un assistant, un homme qui pendant de nombreuses années avait surveillé la réserve et pouvait donner des informations précieuses. Mais plus il parlait, plus clairement apparaissait une incohérence. Il montrait une connaissance profonde des détails, tout en ignorant complètement l'aspect humain de ce qui se passait. C'est précisément cette combinaison qui a le plus alerté les enquêteurs. Par décision du détective, Gray a été transféré de la catégorie témoin à la catégorie objet d'intérêt. Une surveillance discrète a été initiée pour vérifier son mode de vie, ses itinéraires et son cercle de relations. Cette démarche est devenue clé. À partir de ce moment, l'attention de la police s'est concentrée sur un homme qui, pendant de longues années, était resté un gardien invisible de la forêt. Les enquêteurs comprenaient déjà. L'affaire ne pouvait être résolue sans relier précisément les preuves trouvées à une personne concrète. Toute l'attention était rivée sur la chaîne de scie professionnelle dont les particules avaient été trouvées à l'intérieur de l'arbre. Ce n'était pas un détail abstrait, mais un objet réel qui menait à un cercle étroit d'utilisateurs. La question consistait à savoir qui exactement avait accès à un tel outil pendant la période nécessaire. Pour obtenir une réponse, la police a suivi la voie la plus fiable, par les documents. Des demandes ont été envoyées aux archives auprès des fabricants d'équipements spécialisés. Ces entreprises tenaient un registre des livraisons et pouvaient fournir des données précises sur qui et quand avait commandé des chaînes rares. En complément, les enquêteurs se sont adressés aux structures étatiques qui supervisaient le financement des réserves. Là étaient bas conservés les bons de livraison, les actes de réception et les rapports sur les dépenses économiques. Le travail s'est révélé routinier, mais c'est précisément lui qui a donné la clé. Parmi des dizaines de pages de rapports, seules étaient retenues les positions où figurait la marque de métal nécessaire. Les dates étaient vérifiées. Il fallait tomber dans l'intervalle entre 2005 et 2008, lorsque Sarah Jenkins et plusieurs autres personnes avaient disparu. Chaque coïncidence était vérifiée plusieurs fois pour exclure l'erreur. Le processus a pris des semaines.
Mais lorsque les résultats ont été rassemblés dans un tableau unique, c'est devenu clair. L'alliage rare n'avait été utilisé que dans 3 livraisons sur le territoire du comté. 2 d'entre elles étaient parties vers des entreprises industrielles en dehors de la région. La 3e livraison était destinée précisément à la réserve Rivière Silencieuse. Dans la colonne « Destinataire » figurait un nom concret. Le document ne laissait aucune place au doute. En 2006, le commanditaire de l'équipement pour la réserve était Alasdair Gray. Il avait personnellement reçu la livraison et signé les bons de livraison. C'était un lien direct entre la preuve trouvée dans l'arbre et l'homme qui, pendant de longues années, était resté dans l'ombre. Pour l'enquête, ce fut une étape décisive. Le détail abstrait qui semblait auparavant simplement une découverte technique se transformait maintenant en preuve directe. Désormais, l'enquête avait non seulement un soupçon, mais aussi un document concret liant Gray à l'équipement grâce auquel les arbres se transformaient en tombeaux cachés. Ce moment a définitivement changé le cours de l'affaire. La police a obtenu un fondement pour des actions actives contre un homme qui hier encore figurait seulement comme témoin. Il restait à vérifier ce qui se cachait exactement sur son territoire et jusqu'où s'étendait cette histoire. Après que le nom du garde forestier soit apparu dans les bons de livraison, l'enquête a définitivement perdu l'espoir de la version d'un cas isolé. Une nouvelle perspective est apparue. Si un arbre avait été ouvert et masqué, il y en avait peut-être plusieurs de ce type dans la forêt. Pour la police, cela signifiait le passage à une toute autre échelle d'enquête. La première étape a été l'utilisation d'un géoradar. La technique permettait de scanner la masse de bois et d'enregistrer les cavités qui ne correspondaient pas à la structure naturelle du tronc. Pour la vérification a été choisi un secteur appelé « Bosquet de l'ours ». Gray lui-même l'avait mentionné dans une conversation avec les enquêteurs, en parlant des vieux gardiens de la forêt. Ce détail n'avait pas semblé important sur le moment, mais acquérait maintenant une nouvelle signification. Une équipe de spécialistes est sortie sur place tôt le matin. Les opérateurs installaient successivement les appareils au pied des pins et effectuaient des mesures. Les premiers résultats ont montré de petites déviations, mais elles pouvaient être liées à des cavités naturelles. Cependant, plus le travail avançait, plus le tableau devenait clair. Les signaux enregistraient des cavités identiques par leur forme à une profondeur de plusieurs mètres. C'était trop semblable à ce qui avait déjà été trouvé dans le pin tombé après l'ouragan. Lorsque l'appareil a montré 3 anomalies d'affilée dans le même secteur, il n'y avait plus de doute. La décision a été prise d'ouvrir 2 arbres. Les travaux ont été menés avec précaution. Les troncs étaient sciés partiellement. Chaque détail était enregistré pour préserver les preuves. Et bientôt, tout s'est confirmé. À l'intérieur des 2 arbres se trouvaient des restes humains. Dans un cas, à côté se trouvaient que des restes déchirés d'équipements touristiques. Dans l'autre, un vieux sac à dos et des effets personnels qui ont été plus tard identifiés par les proches d'un homme voyageant en autostop. Ces découvertes ont définitivement changé le statut de l'affaire. Maintenant, il s'agissait non pas d'une seule victime, mais d'une série de crimes étalés dans le temps. Immédiatement, 2 noms de la liste des disparus ont obtenu confirmation. Le touriste européen disparu en 2012 et l'homme parti en 2012 voyage en 2018. Pour l'enquête, cela signifiait une chose. Alasdair Gray, de témoin avec des connaissances utiles, était définitivement devenu le principal suspect dans l'affaire d'une série de meurtres. Maintenant, la police devait non seulement prouver son implication, mais aussi découvrir combien d'arbres encore dans cette forêt pouvaient la cacher de telles cachettes. Malgré le fait que la preuve de l'alliage rare et les restes trouvés dans le « bosquet de l'ours » pointant directement vers lui, Gray se comportait comme s'il avait une réponse prête à chaque soupçon. Il ne discutait pas et ne refusait pas de coopérer. Au contraire, il aidait démonstrativement l'enquête, montrait des documents, répondait aux questions. Et c'était précisément cette calme assurance qui créait un problème pour les détectives. Lors de l'interrogatoire, Gray a expliqué « L'équipement qu'on associait au crime n'était pas le sien personnellement. Selon ses dires, toutes les tronçonneuses,
chênes et matériaux consommables appartenaient officiellement à la réserve. Ils étaient stockés dans une grange commune et l'accès y était permis non seulement aux employés, mais aussi aux volontaires saisonniers, aux sous-traitants et parfois aux étudiants en écologie effectuant leur stage. Il a souligné qu'il n'avait jamais interdit d'utiliser les outils et laissait consciemment le local ouvert pour que personne ne perde de temps à chercher les clés. Cette version paraissait convaincante. Les enquêteurs ne pouvaient ignorer ces paroles et ont été obligés de vérifier chaque élément. Dans les archives ont été ressorties les listes de personnes ayant travaillé dans la réserve au cours des 20 dernières années. Il s'y trouvait plusieurs dizaines de noms. Employés temporaires, volontaires, stagiaires. Chacun a commencé à être vérifié. Convoqué pour interrogatoire, il était précisé où ils se trouvaient aux dates des disparitions. Leurs itinéraires étaient à comparer avec les lieux où les disparus avaient été vus pour la dernière fois. L'enquête à ce stade s'enlisait littéralement dans les papiers. Il semblait qu'elle se transformait à nouveau en une vérification sans fin d'alibi. Beaucoup de ces personnes avaient depuis longtemps quitté le comté. Une partie travaillait dans d'autres États. Quelqu'un avait réussi à changer de lieu de résidence plusieurs fois. Chaque nouvel interrogatoire prenait des jours et dans l'affaire n'apparaissait rien qui pointait directement vers une personne concrète. On avait l'impression que la version de Gray pouvait s'avérer vraie et alors l'enquête risquait de perdre sa direction. Pendant ce temps, le garde forestier lui-même continuait à se comporter avec un calme appuyé. Il donnait des conseils à l'enquête, indiquait des endroits où il était possible de chercher, parlait des particularités forestières. Mais même dans ces conversations, les détectives remarquaient des étrangetés. Gray parlait des arbres, des itinéraires, des vieux bois, mais ne touchait jamais au côté humain de ce qui se passait. Il ne posait pas de questions sur les personnes trouvées, ne manifestait pas le moindre intérêt pour leur sort. Combiné avec sa version du libre accès, cela créait pour les enquêteurs une double impression. D'un côté, une explication logique, de l'autre, la sensation qu'il détournait l'attention. La décision d'une nouvelle perquisition dans sa grange personnelle est devenue décisive. Contrairement au local économique commun, cette grange se trouvait près de sa cabane et n'était utilisée que par lui. À l'intérieur se trouvaient des choses pour le travail quotidien, des pelles, des cordes, des ustensiles ménagers. Et c'est précisément là que les criminologues ont porté attention à une vieille brouette de jardin qui se trouvait dans un coin. Au premier regard, elle paraissait ordinaire, mais les experts ont effectué un examen plus détaillé. Sur le caoutchouc d'une des roues, ils ont remarqué un minuscule lambeau de tissu coincé dans la bande de roulement. Il a été soigneusement prélevé et envoyé au laboratoire. L'expertise a montré. Le matériau correspondait complètement au tissu trouvé parmi les affaires dans l'arbre où avait été découvert le touriste européen. Cette coïncidence ne pouvait être fortuite. La brouette était en usage personnel de Gray, personne d'autre n'y avait accès. Cette preuve a définitivement détruit sa version selon laquelle les outils étaient accessibles à tous. La brouette de jardin était la sienne, et c'est précisément sur elle qu'il pouvait transporter les victimes vers les arbres choisis. Maintenant, l'enquête avait un objet direct qui le liait aux disparitions, et ce lien était irréfutable. Après cette découverte, Gray a cessé d'être une figure qu'il fallait simplement surveiller. Maintenant, il devenait un homme contre qui la police avait des preuves directes. L'étape suivante était évidente. L'affaire passait au stade de préparation du mandat et de perquisition dans sa maison et sur le territoire adjacent. Lorsque Gray est définitivement devenu le principal acteur de l'affaire, la police s'est penchée sur son passé. Jusque-là, il ressemblait à un garde forestier ordinaire, un homme âgé, vivant modestement et discrètement. Mais plus les enquêteurs étudiaient sa biographie, plus il devenait clair que derrière le calme extérieur se cachait une histoire inquiétante. Il avait grandi à la périphérie du comté, dans une famille qu'on pouvait difficilement appeler heureuse. Les parents menaient une vie renfermée, ne communiquaient presque pas avec les voisins, et le garçon dès l'enfance passait plus de temps en forêt que parmi les gens. À l'école, il était considéré comme solitaire. Il se faisait rarement des amis,
ne participait pas aux activités communes et partait constamment au fond du bois. Les enseignants se souvenaient de lui comme d'un élève capable, mais renfermé, qui parlait plus volontiers des arbres que des gens. Après l'école, il avait essayé de se trouver dans l'armée, mais là non plus, il ne s'était pas acclimaté. Selon les données officielles, le contrat avait été résilié prématurément. Dans son dossier personnel figure incapacité au service en équipe et violation de la discipline. De retour chez lui, il s'était définitivement renfermé. Il n'avait pas de famille, de relations proches, de cercle étroit de communication. Sa maison se trouvait à 5 km du sentier principal et pendant de nombreuses années, pratiquement personne n'y passait. Le travail de garde forestier dans la réserve était devenu pour lui l'unique occupation. Gray entretenait les sentiers, réparait les passerelles, entretenait l'équipement. En cela, il était méticuleux. Il remplissait les rapports sur l'état de la forêt en détail, commandait les matériaux avec une précision au kilogramme près. Le système le considérait comme un travailleur idéal, fiable et sans conflit. Mais c'était précisément cette stabilité extérieure qui cachait un homme complètement coupé de la société. Les enquêteurs notaient que son mode de vie paraissait presque ascétique. Gray n'utilisait pas les réseaux sociaux, apparaissait rarement en ville et refusait presque toujours les invitations de collègues. Tout son temps libre, il le passait en solitude, parcourant la forêt et faisant des notes dans ses carnets. Déjà à ce moment-là, il devenait clair. Cet homme ne vivait que dans un seul environnement, la forêt, et tout le reste n'avait pas d'importance pour lui. Lorsque la biographie a été rassemblée par morceaux, la police a eu un portrait complet. Un homme ayant grandi dans l'isolement, rejeté par la société, sans famille, ni amis, s'étant consacré uniquement à la forêt. Combiné avec les preuves trouvées, cela ressemblait à un tableau fermé. Parallèlement, les experts travaillaient sur une nouvelle preuve. Le lambeau de tissu prélevé sur la roue de la brouette de jardin avait été envoyé pour analyse ADN. Le laboratoire devait confirmer ou infirmer son lien avec les disparus. Et la police avait déjà obtenu un mandat pour une perquisition complète de la maison de Gray et du territoire adjacent. À ce stade, l'enquête est passée à la phase finale. Maintenant, il s'agissait de révéler ce qui, pendant des années, s'était caché derrière les murs de sa cabane et dans les profondeurs de la forêt. Lorsque la perquisition a donné les premiers résultats sérieux, Gray a été convoqué au commissariat pour un interrogatoire complet. Formellement, la police n'avait pas encore de preuves directes capables de l'envoyer immédiatement derrière les barreaux, mais les détails circonstanciels s'étaient accumulés suffisamment pour organiser un entretien prolongé et difficile. Pour l'enquête, c'était un moment clé. Il fallait briser son silence, au moins le forcer à se contredire. L'interrogatoire a commencé par des questions simples. Les détectives posèrent des questions sur le travail dans la réserve, sur les volontaires, sur l'équipement. Gray répondait de manière laconique, sèchement et sans émotion. « Je ne me souviens pas. C'était il y a longtemps. Tout le monde utilisait cela. » Il restait calme, comme s'il s'était préparé d'avance à chaque question. Même lorsque la conversation portait sur les dates concrètes des disparitions, il conservait un sang-froid total. Progressivement, la pression s'intensifiait. Les enquêteurs disposaient sur la table des photos des objets saisis. Tronçonneuses, bidons de résine, brouettes de jardin. Ils montraient quand les rapports d'experts sur l'alliage rare, rappelaient les coïncidences dans les bons de livraison. Mais la réaction de Gray restait inchangée. Il regardait droit devant lui, ne manifestait ni peur, ni irritation. Son armure paraissait impénétrable. Les heures s'écoulaient lentement. Les enquêteurs se relayaient pour maintenir la pression, mais le résultat restait le même. Gray refusait de reconnaître l'évidence et expliquait chaque preuve par l'accès commun aux outils. Dans la salle d'interrogatoire, la fatigue commençait à monter. La situation menaçait de se transformer en impasse. Le tournant s'est produit le soir du même jour. Un officier est entré dans le bureau et a remis à l'enquêteur un dossier avec les résultats de l'analyse ADN. L'expertise avait confirmé
Le tissu coincé dans la roue de la brouette de jardin appartenait à l'un des disparus. C'était la rupture définitive de la version du libre accès. Et ce n'était pas tout. Simultanément, du groupe de perquisition est arrivé un message. Dans la cabane de Gray, parmi des piles de vieux magazines, on avait trouvé un journal intime. Les notes à l'intérieur étaient écrites de manière voilée, mais le sens était clair. On y rencontrait des phrases comme « planter une nouvelle graine »,« le vieux gardien a accepté le don ». Les dates de ces notes coïncidaient avec les dates des disparitions. À ce moment, l'atmosphère dans la pièce a changé. Jusqu'alors, Gray avait une position à laquelle il pouvait se tenir. Maintenant, elle s'était effondrée. Sur la table se trouvaient 2 documents. Le résultat de l'expertise ADN et le journal intime, où sous forme voilée, il enregistrait lui-même ses actions. Pour l'enquête, cela signifiait un tournant dans l'affaire. Si auparavant l'interrogatoire était une lutte pour chaque mot, maintenant, tout avait changé. L'enquête entrait sur la ligne droite finale. La police avait des preuves qu'il n'était déjà plus possible d'expliquer par le hasard ou le libre accès. L'étape suivante devait être la mise en accusation officielle. Lorsque les experts ont commencé à étudier le journal trouvé dans la cabane de Gray, l'enquête a pour la première fois obtenu la possibilité de regarder dans son monde intérieur. Jusqu'alors, toutes les preuves étaient externes, outils, brouettes, analyse du bois. Mais les notes sont devenues ce qui a donné un accès direct à ses pensées. Le plus terrifiant consistait dans le fait qu'elles étaient écrites dans un langage métaphorique, sans description directe. Et c'est précisément pour cela qu'elles paraissaient encore plus effrayantes. Dans le journal se rencontraient quand même des lignes comme « Aujourd'hui, le vieux gardien a accepté une nouvelle graine » ou « La langue étrangère s'est tue et la forêt est redevenue plus silencieuse ». Pour une personne de l'extérieur, cela ressemblait à un ensemble de phrases étranges. Mais lorsque les enquêteurs ont comparé les dates de ces notes avec les archives, la coïncidence s'est révélée totale. Chaque phrase similaire tombait un jour de disparition d'une personne concrète dans la réserve. Les experts notaient, le style du journal était froid et systématique. Aucune émotion, regret ou doute. Seulement l'enregistrement sec de ce qu'ils considéraient comme un rituel. Dans l'une des notes figurait « Donner à la forêt un nouvel habitant, le sentier deviendra plus propre ». Et la date correspondait complètement au jour où dans le comté avait disparu un homme voyageant en autostop. Le journal est devenu la clé psychologique principale. Il montrait que les actions de Gray n'étaient pas fortuites. C'était un système conscient qu'il menait depuis des années. Mais pour le tribunal, cela n'était pas suffisant. Il fallait une preuve matérielle qui confirmerait que les notes n'étaient pas une invention. Lors de la perquisition dans la grange, les criminologues ont trouvé précisément cela. Parmi les bidons et les outils se trouvait un récipient en plastique avec de la résine. L'analyse a montré que la composition correspondait complètement à celle qui avait été découverte à l'intérieur des arbres. Le mélange était utilisé pour masquer les jointures après la coupe et son origine pouvait être prouvée en laboratoire. Maintenant, la police avait tout. Ses paroles, enregistrées dans le journal, et la confirmation matérielle de comment exactement il agissait. Cette percée a définitivement fait passer l'enquête au stade de l'accusation. Il ne restait qu'une seule étape devant. Présenter officiellement les accusations à Gray et mener l'affaire jusqu'au tribunal. Dans la salle d'interrogatoire, l'atmosphère était tendue à l'extrême. Plusieurs heures auparavant, les enquêteurs avaient pressé Gray avec des preuves, mais ils tenaient la ligne précédente. Réponse courte, évitement des détails. Formulation sèche. Maintenant, la police avait un dernier atout. Des preuves qu'il était impossible d'expliquer par l'accès commun ou la coïncidence. Les détectives les ont disposés sur la table, un par un. D'abord, le rapport d'expertise ADN sur le lambeau de tissu de la roue de la brouette. Dans le document figurait clairement « Les traces biologiques appartiennent à une personne officiellement portée disparue en 2012 ».
Puis, sur la table a été posé un imprimé de l'analyse de la résine. La conclusion des experts disait « La composition de la substance correspond complètement à celle qui avait été utilisée pour masquer la fente dans les arbres. » Et enfin, le journal. Des pages avec des citations soulignées, chacune tombant à une date de disparition. L'enquêteur ne se pressait pas de parler. Il a simplement ouvert le journal vers le suspect et lui a donné quelques secondes pour lire ses propres notes. Puis il a lu lentement. Aujourd'hui, le vieux gardien a accepté une nouvelle graine. Il a fait une pause, a regardé directement Gray et a continué. La langue étrangère s'est tue et la forêt est redevenue plus silencieuse. Ces lignes dans le silence de l'interrogatoire sonnaient particulièrement lourdement. Gray était assis immobile. Ses mains étaient posées sur la table, son regard était fixé sur un point. Auparavant, il trouvait toujours des mots pour s'en écarter, mais maintenant, il ne restait plus d'options. L'enquêteur a indiqué les dates dans le journal coïncidant avec les disparitions. Il a énuméré les noms, rappelé les circonstances. Après cela, dans la pièce a à nouveau régné le silence. Cette pause a duré presque 1 minute, mais pour tous les présents, elle s'éternisait comme une éternité. Les détectives le regardaient, attendant une réaction. Et c'est précisément alors que Gray a rompu le silence. Sa voix était basse, dépourvue d'émotion. Il a prononcé « Il troublait la paix ». Je les ai simplement rendus à la forêt. Ces mots sont officiellement entrés au procès-verbal. Ce n'était pas une reconnaissance criée, pas une tentative de se justifier ou d'expliquer les détails. C'était une confirmation calme et définitive que derrière toutes les disparitions se trouvait lui. À ce moment, sa position a changé. De l'homme qui niait tout, il s'est transformé en homme qui a désigné le mobile avec ses propres mots. Pour l'enquête, ce fut le point de basculement. Jusqu'à ce moment, l'affaire reposait sur des preuves et des analyses. Mais c'est précisément cette phrase qui a scellé tout le tableau. Maintenant, la police avait non seulement une base matérielle, mais aussi la reconnaissance de l'acteur lui-même. Après ces mots, il ne restait plus de doute. Gray pouvait recevoir officiellement des accusations et l'affaire pouvait être préparée pour transmission au tribunal. Ce moment est devenu la transition de l'enquête au stade final, où l'histoire d'une série de disparitions mystérieuses s'est transformée en affaire d'un tueur en série qui avait lui-même formulé son mobile. Lorsque l'enquête a obtenu la reconnaissance, il restait une dernière étape, montrer en détail comment exactement Gray agissait. Pour cela a été effectuée une reconstitution expérimentale. Sa tâche était simple, vérifier si les paroles du suspect correspondaient aux preuves réelles. Et à ce stade, le puzzle s'est définitivement assemblé. Selon les témoignages de Gray, tout commençait bien avant les disparitions elles-mêmes. Il passait des semaines à errer dans la réserve, notant dans ses carnets les arbres qui correspondaient à son projet. Seuls les vieux pins l'intéressaient. Massifs, avec des cavités à l'intérieur. De telles cavités se formaient d'elles-mêmes à cause de l'âge ou des maladies. De l'extérieur, l'arbre paraissait sain, mais à l'intérieur, il y avait un espace. Pour la plupart des gens, c'était seulement une particularité botanique, mais pour lui, une cachette pratique. Lorsque le choix était fait, il revenait déjà avec des outils. Entrait en jeu la tronçonneuse professionnelle qu'il avait obtenue par les bons de livraison au nom de la réserve. Ce détail a été confirmé par les experts. Le métal trouvé dans le bois correspondait à la marque de chêne qui était achetée précisément pour la foresterie. Gray faisait une coupe verticale soignée sur l'un des côtés du tronc, le plus souvent là où des fissures pouvaient de toute façon apparaître naturellement. Pour détacher la partie d'écorce, il utilisait des coins et des leviers. En essence, il ouvrait l'arbre comme une porte. Ensuite commençait l'étape suivante. La victime, il l'amenait au lieu choisi sur la brouette de jardin. Cela avait été confirmé par la preuve. Le lambeau de tissu sur la roue correspondait aux vêtements du touriste disparu. Selon ses dires, c'est précisément ainsi qu'il déplaçait les corps sur de courtes distances pour ne pas laisser de traces. À l'intérieur de la cavité,
Il disposait les restes avec les objets que la personne avait sur elle. L'appareil photo de Sarah Jenkins, le sac à dos de l'autostoppeur. Tout cela expliquait pourquoi les découvertes à l'intérieur des arbres restaient si entières. Ils ne jetaient rien et ne cachaient rien séparément. Lorsque la cavité était remplie, Gray remettait la porte d'écorce en place. Pour la fixer, il utilisait des chevilles en bois ajustées à la main. Et il traitait la ligne de coupe avec un mélange de résine, de terre et de mousse. Ce même mélange avait été trouvé par les experts sur le lieu de la première découverte. Avec le temps, l'écorce commençait à se refermer et le lieu d'intervention devenait pratiquement invisible. Même lors d'un examen attentif, il était difficile de distinguer l'arbre des autres. La reconstitution expérimentale a montré que cette technique correspondait complètement aux preuves. Les coupes avaient précisément l'angle dont il parlait. Les particules de métal dans le bois correspondaient à la marque de chêne qu'il utilisait. La résine dans sa grange était identique aux échantillons des arbres. Tous ces détails coïncidaient non seulement entre eux, mais aussi avec les témoignages de Gray lui-même. Pour la police, c'était la touche finale. Jusqu'alors, ils avaient des preuves, des documents et une reconnaissance. Maintenant apparaissait une reconstitution complète du mécanisme. Elle expliquait chaque découverte, chaque anomalie et chaque disparition dans la réserve. À partir de ce moment, l'accusation n'avait plus de lacunes, la méthode était prouvée et sa culpabilité était devenue définitivement établie. Lorsque l'enquête s'est achevée, l'affaire Gray a été transmise au tribunal du comté. Ce procès a suscité l'intérêt non seulement des habitants locaux, mais aussi des journalistes des États voisins. Pour la société, c'était une épreuve. Quelle devait être la punition pour des crimes qui, pendant des années, étaient restés cachés juste sous les yeux de tous? L'accusation a présenté un ensemble complet de preuves. Expertise ADN, coïncidence de date dans le journal, analyse de la résine trouvée dans sa grange, témoignages des criminologues sur la méthode de coupe. Tout cela se composait en un tableau cohérent. Le procureur a souligné « Chaque disparition dont il était question était confirmée à la fois par les preuves et par les paroles de l'accusé lui-même. » La défense a essayé de construire une autre ligne. L'avocat s'est référé à l'état psychique de l'accusé, affirmant que son comportement et les notes dans le journal témoignaient de troubles graves qui le privaient de la capacité de rendre compte de ses actes. Le tribunal a nommé une expertise psychiatrique indépendante. Ces résultats sont devenus clés. Les spécialistes ont établi Gray avait effectivement un trouble de la personnalité diagnostiqué, mais il comprenait complètement ce qu'il faisait et pouvait contrôler ses actions. Ce détail a privé la défense de son argument principal. Aux yeux du tribunal, il restait une personne responsable qui avait consciemment organisé une série de meurtres et dissimulé soigneusement les traces. Le verdict final a été lu dans une salle comble. Le juge parlait sans émotion, mais chaque mot résonnait distinctement. Alasdair Gray a été reconnu coupable de 3 épisodes prouvés de meurtre au premier degré. La peine, 3 peines de prison à perpétuité sans droit à libération conditionnelle. À partir de ce moment, l'histoire a officiellement obtenu une fin dans le système judiciaire. Mais pour les enquêteurs et les habitants du comté restait encore une question. Toutes les victimes avaient-elles été trouvées, ou la forêt garde-t-elle encore ses secrets? Formellement, l'affaire s'était achevée. Gray avait reçu une peine à perpétuité. Les preuves avaient été rassemblées et reconnues suffisantes par le tribunal. Mais le sentiment de finalité ne s'est jamais manifesté. Même pour des enquêteurs expérimentés, ce processus a laissé plus de questions que de réponses. La raison se trouve dans son journal. Outre les notes qui coïncidaient avec les disparitions confirmées au tribunal, il y en avait d'autres. On y rencontrait les mêmes phrases métaphoriques. Le vieux gardien a accepté encore un invité. Un nouveau silence s'est installé dans le bosquet. Ces dates ne coïncidaient pas avec les épisodes officiellement résolus. Mais dans les archives du comté ont été trouvées des mentions d'autres disparus aux mêmes périodes. Des personnes dont les dossiers dormaient depuis longtemps comme non résolus. Les experts n'ont pu donner de réponse définitive.
Le géoradar a montré des anomalies dans des dizaines d'arbres, mais les examiner tous s'est révélé physiquement impossible. L'ampleur de la réserve, l'âge des bois et les particularités naturelles rendaient la tâche irréalisable. Chaque arbre pouvait cacher un secret, mais le prouver était impossible sans destruction massive de la forêt. La police a fait une déclaration officielle. Le nombre de victimes indiqué dans le jugement est tout ce qui a pu être prouvé documentairement. Le reste restera dans la catégorie des suppositions. Pour les familles des disparus, cela sonnait particulièrement lourd car le journal laissait entendre que la liste pouvait être bien plus longue. C'est précisément pourquoi l'histoire d'Alasdair Gray est encore perçue comme inachevée. Le tribunal a mis un point, mais la forêt, non. Dans ses profondeurs peuvent encore se trouver des cachettes créées par les mains du garde forestier. La réserve Rivière Silencieuse est restée un lieu où la nature garde les secrets d'autrui, et ces secrets, très probablement, ne seront jamais révélés.